préparez quand même qu'il y ait navigation avec les fenêtres de météo. Par rapport à la météo, ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça, évidemment. Alors après, une fois qu'on est parti, moi, dans mes préparations, je suis assez sommaire. Hein. J'ai 7 grippes, des applications 7 grippes. Donc on a une prise de météo sur 6 jours, mais ça peut varier. Après, je le montre ici, pour la traversée la plus longue que j'ai faite, là c'était donc Canaries-Cap-Vert. J'ai le petit Garmin Inrich 2 sur lequel je parle la météo, mais la météo sommaire aussi. Évidemment, je n'ai pas de moyens comme Starlink, tout ça pour prendre la météo autant le temps. Partir en mer, c'est aussi une part d'aventure, une part d'inconnu, une part de risque que l'on essaie de minimiser, mais qu'il ne faut pas essayer d'occulter complètement, ils peuvent être là. C'est de se dire qu'avec nos petits bateaux, ou moi mon petit bateau, si on annonce un système météo, je suis déjà parti, je pars avec une belle fenêtre, la météo change, je ne pourrai pas passer à travers, je ne peux pas l'éviter. Quand on entend les navigateurs du Vendée Globe qui disent on cherche des fenêtres, on contourne le cyclone, on contourne l'anticyclone, on contourne... Nous, moi je ne peux pas. Je vais avoir 5 mètres de moyenne quand je fais de belles moyennes, donc si ça se présente, j'y vais 3 dedans. Et à ce moment-là, c'est l'anticipation du coup dur qui va arriver. Quoi. Mais oui, bien sûr, j'essaie toujours de l'éviter, de préparer ma navigation sur 6 jours. Alors, si on est sur l'aspect météo, avec le petit Garmin Inrich 2. C'est un petit transmetteur qui transmet avec un satellite et qui nous permet de recevoir une météo basique ou une météo marine un petit peu plus pointue, moyennant 1 € supplémentaire par bulletin transmis, ou alors il y a un forfait et de transmettre des mails ou des textos avec, moi j'avais un copain, Marco, à qui j'écrivais, et en même temps que je lui écrivais, recevez ma position, et je lui demandais, Marco, à 100 000 devant moi, qu'est-ce que ça donne? Au bout du 4e jour, 2 fois, j'ai fait ça, c'est tout. Et parce que quand je suis parti, j'ai vu qu'il y avait une bulle de vent, de non-vent à contourner. C'est ce qui m'inquiétait le plus, c'était pas trop de vent, c'était plus de vent. Je ne vais pas mettre le moteur, quoi. Ça c'est hors de question. Donc il fallait contourner, donc je demandais confirmation. Et Marco me répondait, il me faisait, non pas un routage, va-ci, va-là, mais dans 2 jours, devant toi, il y a telle météo qui se présente. Voilà comment je fais ça. Le petit Garmin, c'est un petit appareil comme ça. Pourquoi j'ai choisi ce système-là? Parce que c'est très efficace et pas cher. C'est le moins cher sur le marché qui peut donner ce genre de renseignements. Nous avions l'Iridium Go, qui est un appareil assez onéreux, 800 €, assez compliqué à mettre en œuvre, à faire fonctionner, qui est très fiable une fois qu'il fonctionne, mais qui coûte quand même 800 € avec des abonnements. Nous avons maintenant le fameux Starlink, qui de mon point de vue est encore très cher, qui marche très 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 bien, formidable. C'est pas un instrument de sécurité totale. Attention, beaucoup prétextent d'avoir le Starlink parce que c'est une sécurité infaillible. Oui, on peut avoir accès à la météo à tout moment, mais à condition d'avoir des batteries. Si on n'a plus de batterie, on n'a plus rien. Si on a un naufrage, on ne peut pas prendre un Starlink et l'amener sur le radeau de survie ou dans son annexe. Donc il y a quand même des limites à Starlink. Et sans parler de catastrophe, il y a un coût, il ne faut pas se mentir. Et après, il y a ce petit appareil que j'ai choisi, qui coûte un peu moins de 400 € avec un abonnement à 30 € par mois que l'on peut résilier selon la formule que l'on choisit, et qui nous permet donc de communiquer avec ses proches par texto, par mail, pour donc 30 € par mois. Là, en ce moment, bon, je l'ai mis en œuvre qu'une seule fois, donc pour le tester, là, quand j'ai fait Canaries-Cap-Vert, ce qu'on va faire maintenant, tous ensemble. Certains villages ont de l'eau, certains ont de l'électricité, mais beaucoup n'en ont pas. Quoi. Beaucoup vivent dans des maisons en terre battue, au sol du sable, et pas de meubles, pas de décoration évidemment, faire rien. Et là, le soir, je suis invité à partager le plat que décrivait Jean-Louis, on appelle ça un bol. Dans ce bol, il y a du riz blanc et du poisson qu'on a pêché, pardon, du riz blanc et du poisson qu'on a pêché, qu'ils ont pêché à la rivière le matin. Parce qu'avant de faire ta journée, ben, tu es pêcheur, tu vas pêcher pour manger. Et le poisson, là, notamment en New Moon, c'est un petit poisson plat, plein d'arêtes. Il n'y a pas grand-chose à manger. Et moi, j'en peux plus de manger ce poisson. On se fiche des arêtes partout. Alors, eux, comment font-ils? Ben, ils mangent avec les doigts. Moi, je mange avec une cueillère. Il y a 2 choses que je ne peux pas faire là-bas, que je n'ai pas fait, que je leur ai expliqué, ils l'admettent très bien. C'est manger avec les doigts. Ça, j'ai même pas essayé, mais je ne veux pas essayer de manger avec les doigts. Et boire leur eau. Et ça, je ne peux pas boire leur eau, parce que leur eau, ils vont la chercher au puits. Déjà, dans le puits, c'est
Après, ils la mettent dans des jarres, des grandes jarres. Il y a un mug couvercle, un mug pour tout le monde. Et puis quand tu ouvres ce couvercle, enfin, tu soulèves, tu vois l'eau, tu dis non, je ne peux pas. Alors moi, comment je fais? Je descends du bateau, j'achète des bidons, des bouteilles de 10 litres. Parce que l'eau de mes cuves, on peut la boire, mais je ne la bois pas, c'est juste pour le café et la cuisine. Mais là, je ne cuisine pas. Donc j'ai beaucoup d'eau dans les cuves. Mais moi, j'achète ces grosses bouteilles de 10 litres, j'en ai encore, je transfère dans des gourdes. Et quand je descends au village le matin pour aller partager la vie des villageois, je descends avec mes 2 gourdes. Et tous les matins, mon ami Célestin ou sa femme Aïda me dit « Tu as ta gourde, tu n'as pas oublié ta gourde ». Parce qu'il s'inquiète pour moi, se disant s'il a oublié sa gourde, il ne peut pas pouvoir boire. Enfin, sauf à retourner sur Tabasco chercher, chose que j'ai faite juste une fois, mais c'est pénible de oublier sa gourde. Et donc, le soir, on mange, on partage ce plat de riz blanc, et vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il fait sombre, très sombre. Là, les hommes et les femmes mangent ensemble, et les enfants mangent à part. Et les enfants mangent dans une pièce, il y a à peine une petite lueur, il fait noir complet. Et quand on a fini de manger, ils parlent. Ouais, ils parlent même en mangeant, mais ils parlent beaucoup. Et c'est leur seul moyen de distraction, la communication. Et là, ils parlent fort, ils parlent volontiers. Ils s'écoutent. C'est pas tout de parler, mais ce qui est beaucoup plus enrichissant, c'est d'écouter. Et là, ils s'écoutent. Les enfants viennent, les enfants s'assoient, les enfants ne disent rien, ils écoutent. Par moment, ils interviennent, ils peuvent intervenir, mais ils ne chahutent pas, ils sont là. Et là, mon Pierrot, il est là, il écoute, il ne comprend rien. Ça se passe en diola, là, en l'occurrence, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais par moment, je demande à traduire. Alors, le Sénégal, c'est une ancienne colonie française, normalement, ils parlent tous français, mais il y en a beaucoup qui ne le parlent pas, qui ne le parlent plus, qui ne l'ont pas appris, parce que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Même les jeunes enfants qui pourtant vont à l'école ne parlent pas tous français. Donc, et il y a quelques-uns qui parlent français, qui parlent bien, donc ils m'expliquent ce qu'ils disent. Par moment, quand je pose une question, j'essaie de comprendre un peu le sens de la conversation, tout ça. Et puis des fois, je laisse faire, quoi. Et on est là, assis dans le noir, et on parle. Et après, sur le coup des 22 heures, je rentre au bateau, je suis fatigué, je vais au bateau. Et il me dit, demain matin, on t'appelle. Et le lendemain matin, il m'appelle à 8h. Hello, viens manger, viens manger. Et j'arrive, et il y a ce bol de riz blanc avec les poissons. Et ça commence. À la première heure. Il m'a beaucoup frappé. Dès la première heure. Ce jour-là, il prend beaucoup de poissons. Et qu'est-ce qu'il fait de tout ce poisson? Il va le distribuer. Oui. Il va le distribuer. Parce que dans ces villages, par quartier, ils sont tous de la même famille. D'ailleurs, là-bas, on dit, toi, je te connais, Jean-Louis, je connais depuis 30 ans, je dirais, c'est mon frère. Au début, toi, tu vois l'arbre généalogique, quoi, tu vois, vous êtes tous frères ou quoi, mais non. Et donc, on distribue le poisson. Et s'il y en a vraiment beaucoup, il le met dans un plastique, et le lendemain matin, il y a la pirogue villageoise qui part, et il le donne au piroguier qui l'amène à Hélène, à sa mère. Parce que sa mère, mais je parle de Célestin, parce que c'est l'exemple type, ils sont tous comme ça, enfin, les schémas sont tous comme ça. Et animistes. Animistes, ça veut dire qu'ils font des cérémonies traditionnelles, ancestrales. Et nous, ça nous plonge dans un monde qu'on n'a jamais connu, évidemment, jamais vu peut-être sur certains documentaires. Et eux t'acceptent. Eux t'acceptent, ils me disent, Pierrot, on va faire le fétiche, tu veux venir? Et moi, je fais tout. Je dis toujours oui, je suis là pour vivre et partager avec eux, pour découvrir, essayer de comprendre. Et là, j'ai pas d'explication, et on part faire le fétiche. Et en fait, le fétiche, c'est une cérémonie de prière qu'ils font entre eux. Le fétiche, c'est à la fois la cérémonie et le lieu. Le lieu, ça leur ressemble le plus souvent à un petit terrain de boule, parce qu'il y a des troncs tout autour. Et puis là, il y a des fétiches, c'est des cornes, des dents, de la paille, un ornement, c'est mystérieux pour nous, qui symbolise les anciens. Et l'animiste, il est dans le symbole, et dans la croyance que cette planche, ce tronc, c'est un ancien, c'est un aïeul, et que c'est lui qui te dicte le chemin. Newmood, je pars un peu dans toutes les directions, mais parce que j'ai posé la question un jour, je dis mais il n'y a pas de police ici. Et donc il n'y a pas de police. Il n'y a pas besoin de police. Parce que leur croyance animiste les conduit sur le droit chemin. C'est ce qu'il m'explique. Il me dit on n'a pas besoin de police, parce qu'on a peur de mal faire. Et donc on ne fait jamais mal. C'est-à-dire le vol. Il me dit si quelqu'un vole ou se comporte mal, alors voler ça voudrait dire prendre le champ du voisin ou aller récolter le riz du voisin, parce que le riz, une fois qu'ils l'ont coupé, c'est très pénible, ils le laissent parfois au bord du chemin comme ça, mais personne ne le prend le riz là. Il me dit l'ancien, l'esprit voit que je fais mal et je serai puni. Et donc elle est là la police, ils n'en ont pas besoin. C'était mon premier passage à Mindelo en 2019, où j'étais arrivé là sur un bateau ami.
mais dans le cadre d'une organisation qui était en rallye, c'est-à-dire avec des dates à respecter. Et ce rallye ne devait rester que 5 jours, et nous ne sommes donc restés avec les bateaux que 5 jours à Mindelo. Et j'avais le sentiment de trouble, parce que je me suis beaucoup rendu sur l'Afrique tout à l'heure, mais le Cap-Vert, c'est aussi une étape très très importante. C'est grandiose. Les Cap-Verdiens sont très très gentils, ils sont adorables. Le Cap-Vert, c'est un archipel, c'est un pays, c'est une ancienne colonie portugaise, donc ils parlent portugais, mais surtout en créole portugais, donc c'est assez compliqué de comprendre. Mais ce sont 10 îles en fer à cheval, comme ça, pour vous, comme ça, quand on regarde la carte, du nord, en partant vers l'est et en revenant vers le sud-ouest, 10 îles, qui sont toutes volcaniques, mais avec des particularités sur chaque île, et qui sont très très jolies. Et certaines beaucoup plus peuplées que d'autres, enfin, plus peuplées que d'autres, mais il n'y a jamais beaucoup de monde. Quand on est navigateur, les formalités, alors Lionel, tout à l'heure, me demandait d'exposer un petit peu les différentes formalités que l'on doit faire quand on est en bateau. Je voulais venir, entre autres, eh ben, j'y suis. Oh là, le début de mes promenades fluviales. Et le lever de soleil sur le lac. Et voilà le Laminovitch. Bon, ben, je n'ai pas tout dit parce que il y en aurait tellement à dire. J'espère que ces quelques images résumées, voilà ce que j'ai vécu, mais vraiment résumé, pour la beauté des gens, la gentillesse, la générosité. Avez-vous des questions? Comment va ton pied? Non, ça va beaucoup mieux. Merci, ça va beaucoup mieux. J'ai frisé la correctionnelle parce que sur le pied en 2 mots, mais j'ai choisi de me faire soigner en Afrique, de me soigner en Afrique. J'aurais pu rentrer en France. C'était comment dirais-je, c'était critique, très critique. J'avais une infection du pied, très malgré la prise d'antibiotiques. Mais je me suis dit, tu viens en Afrique pour partager avec eux, tu ne dois pas partager que le monde. Tu dois te faire soigner comme eux. C'est trop facile de te comporter comme un petit blanc de vite te poser dans un hôpital, prendre un avion et partir vite te faire soigner à Marseille dans des beaux grands hôpitaux. Tu es ici, tu vas te faire soigner. Quand je suis arrivé à l'hôpital du village de Lamy, j'ai eu des doutes sur mon choix, vraiment. Parce que de voir les conditions sanitaires, les conditions de soins là-bas, bistouri, gaz, rien aseptisé, tout ça sur un pied creusé à vif, pas d'anesthésie, ils ont creusé le pied à vif comme ça, le docteur. Mais j'ai accordé ma confiance au docteur, qui m'appelle toujours, on s'appelle, enfin, même tous ces gens que vous avez vus, ou même les autres, ils m'appellent, là c'était Ousmane qui vient de m'appeler, là, ils sont tellement attachants. Et donc le pied, en 20 jours, ça s'est bien. Grâce au docteur, c'est mais je refais une autre infection à l'autre pied à Dakar, mais de suite j'ai pris des bons antibiotiques et c'est passé. J'ai eu le palu aussi, je ne connais pas tout ce que le beau petit toubab de base bien aseptisé, mais on est lavé à la javel depuis tout petit, ça. Et même si on veut jouer les gros durs, des trucs, des machins, je joue le palu comme tout le monde, et puis maintenant j'ai le palu, mais je fous. Ça t'as des anticorps comme le plus. Voilà. Je sais pas. On voyait aussi Il y a une chose que on voyait aussi Tabasco souffrir. Oui, aussi. Il y a sur les images, après je ne sais pas la réalité. Ben, c'est très dur, on n'a pas d'eau douce à Dakar, mais Dakar c'est une ville formidable que je vais essayer de vous dépeindre très rapidement tout à l'heure, mais c'est une ville avec une immense pollution. Une immense pollution. J'ai voulu faire 2 journées en vélo, en vélo, je me suis infecté les poumons, mais à un point, quoi. Après j'arrivais plus à ventiler normalement, il m'a fallu 1 semaine pour récupérer, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait du vélo à Dakar. Et donc, je vous décris les bons côtés, mais si on parle en voyage, il faut prendre ça comme on veut, mais moi je prends tout le bon côté. On arrive là sur le ponton du CBD, le cercle de vol de Dakar, c'est jonché de détritus, il y a une odeur très très forte ou quoi, mais moi je trouve ça beau. C'est l'Afrique, on ne va pas là-bas pour les critiquer, si on va là-bas pour dire oh, c'est ça, ça sent mauvais, il faut mieux pas y aller. Hélas, j'ai rencontré quelques Français, voyageurs, qui critiquaient comme ça, quoi. Je préfère même pas discuter avec eux, ou très peu, parce qu'on ne se rejoindra jamais. Mais si on va en Afrique, dans tous ces magnifiques villages, c'est un Africain, il discute avec toi, ils boivent des poches d'eau, parce que ça coûte moins cher que des bouteilles, et tu leur dis, mais parce que je discute avec eux, de ça, avec les Français qui le dénoncent, non, mais avec eux, oui. Et il te dit, oui, tu as raison, c'est vraiment ça, mais nous, les Africains, ils sont comme ça, tu comprends, c'est pas bien, on devrait nettoyer, il finit sa poche, il a jeté là. Bon. Il fait, mais qu'est-ce que tu fais avec dans ton atelier, regarde, et tout ça. Oui, non, mais ça va partir avec le vent, ça partira. C'est d'autres parents. C'est pas la même préoccupation. Ils ont autre chose à. Voilà, exactement. C'est pas les mêmes Se nourrir, élever ses enfants, dans la dignité, tout ça, ils sont formidables pour ça. Le petit sachet qu'ils jettent là par terre. Et la nous, ça mort nous choque, pardon. Et la mort
Par rapport à la mort, là, La semaine. C'est par rapport à la façon d'aborder la vie. Au début, c'est un peu crispant, ça aussi. Tu dis, bon, mais je t'adresse à Marie-Cécile qui est africaine, donc demain matin, on part à quelle heure pour aller chercher telle chose ou quoi? Tu regardes, tu dis, Inch'Allah. Je dis, mais en même temps, Inch'Allah, ça veut dire quoi? Tu n'as pas envie d'y aller, excuse-moi, je ne veux pas te forcer, on n'y va pas si tu ne veux pas ou quoi. Non, Inch'Allah. Inch'Allah, ça regroupe tout, c'est quoi? Ben, si demain je me réveille, on ira avec plaisir. Mais il faut attendre que je sois réveillé demain matin. Donc le rapport avec la mort, c'est ça. Tu peux mourir à tout instant, c'est pas grave. C'est Dieu qui te rappelle. Bon, là, ce sont des gens qui pratiquent l'islam et qui fonctionnent comme ça. Ils sont tous très croyants. Hein. C'est 5 prières par jour. Moi, j'ai vécu le ramadan là-bas. Mais même en temps normal. Et à Dakar, on prie dans la rue, on prie. Mais c'est fataliste, hein, la mentalité Mais c'est africaine est un peu fataliste. En général, hein, toute la mentalité africaine est fataliste. Hein. Voilà. S'il arrive quelque chose demain, c'est parce que ça devait arriver. C'est pas, nous, on va en vouloir à quelque chose, on va trouver des responsabilités. Non, eux, c'est. Et donc, ça tu as doit tout à fait raison. Et donc, la mort, en Gambie, je crois que chez les hommes, l'âge moyen. Oui, l'espérance de vie. Merci. L'espérance de vie moyenne, c'est 66 ans chez les hommes. Au Sénégal, c'est un peu plus, c'est 68, 70. Il y a quand même pas mal de vues au niveau de YouTube. Moi, de ce que j'ai vu sur les vidéos, tu montrais vraiment l'aspect réel. C'est ce qui transpire dans les... Pour YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je montre la vie en Afrique, mon partage africain, beaucoup moins d'images de voile ou quoi, je me casse la gueule complètement. Je montre un gardien phénoménal sur YouTube. Je fais beaucoup moins de vues, je fais plus d'abonnés, je fais plus. Et très sincèrement, je m'en fous complètement. Ce qui est important, c'est ce que je vis et le partage que je vis et ce que je vis ce soir et ce que je partage ici. C'est la grâce que tu Merci à tous, merci d'être venus. Voilà, maintenant, à l'apéro. Et après, il faut que je tienne compte des saisons. Je suis rentré là.